Le Moyen Âge est une société très compartimentée et très figée. Compartimentée parce que les hommes et les femmes se trouvent dans une catégorie sociale et ils y restent le plus souvent pour toute la durée de leur vie. C'est une société très figée aussi parce que les idées bougent, mais très lentement. La religion reste au centre de la vie des femmes et des hommes et il n'est pas question, sauf à courir le risque d'être persécuté, de remettre en cause ce que les prêtres enseignent. Et qu'est-ce qu'ils enseignent, les prêtres? Eh bien, au ciel, c'est comme sur terre, il y a des grands et des petits. Dieu, puis en dessous les anges, puis en dessous les saints, et en dessous toutes les personnes qui ont mérité d'aller au paradis. C'est comme l'enfer. Au centre, il y a le diable, et puis les démons et tous les pécheurs plus ou moins grands. Contester la société au Moyen-Âge, c'est contester l'ordre divin. Et la société du Moyen-Âge se présente comme une pyramide. Au sommet, le roi. C'est le plus noble de tous les nobles. Il est sacré par un évêque et il a été placé sur son trône par Dieu. Dans certains cas, il peut même guérir les malades, comme faisaient les saints. Ainsi, le roi de France passait pour être capable de guérir les écrouelles, c'est-à-dire une inflammation très grave des ganglions. En dessous du roi, il y a les nobles. Alors les nobles, ce sont souvent les descendants des guerriers qui ont combattu les Vikings, dont d'ailleurs un certain nombre continuent à pratiquer le métier des armes, c'est-à-dire à faire la guerre. La guerre avec son cortège de malheurs habituels, les pillages, les rapts, les meurtres, les viols. Le noble possède la terre. Il vit le plus souvent dans un château, ce qui n'empêche pas un certain nombre de nobles de vivre pauvrement. Mais la plupart des nobles vivent confortablement de ce que leur terre rapporte. Le noble ne travaille pas, il chasse. Le noble règne comme un roi, on dira un seigneur, sur sa terre et sur tous les gens qui y vivent. Il exercera sur toutes ces personnes, et même sur les gens qui ne sont que de passage, un droit de justice. J'ai trouvé ces braconniers dans la vallée, ici. Ce ne sont pas des braconniers, monseigneur. Avec un couple de cerfs, Renaud. Tu as dit 2? Oui, sire. Les cerfs étaient déjà morts quand ils les ont trouvés. Ils étaient attachés tous les deux par les cornes. Ces gens étaient sans viande, c'est certain. Les frisons ont égorgé tout le bétail du village. C'est la vérité, monseigneur. Les frisons ont tué tous nos porcs. Et eux, bien sûr, les ont volés. La forêt appartient au seigneur. Ces gueux mériteraient qu'on leur coupe à la main droite et le bras gauche. La forêt appartient au duc. C'est à nous de la protéger. Nous devons aussi maintenir la paix ici. Nous partageons l'outrage fait au sire Draco. Tuer les serfs du duc est un crime grave. Mais il n'y a aucune preuve. Une preuve? Sur ce cas, je me suis fait une opinion. Moi aussi, je me suis fait une opinion. Je suis un chevalier. Sachez que je peux écrire des lettres. Instrument du diable! Assez! Prends garde, monseigneur. Une autre fois, ces truands pourraient considérer ta compassion comme de la faiblesse. Ça ne se reproduira jamais. Le seigneur prélève un certain nombre de taxes, comme par exemple le tonnieu, qui est une taxe sur les étalages des marchés. Il profite également d'un certain nombre de corvées imposées aux paysans, comme par exemple celle qui consiste à surveiller les chemins ou entretenir les routes ou les fossés du château. Sous l'autorité du seigneur vit une infinité de paysans, c'est-à-dire l'immense majorité de la population. Certains de ces paysans sont libres, ce sont les vilains, c'est-à-dire les habitants des villages. Ils peuvent choisir d'aller où ils veulent, ils peuvent aussi décider de louer une terre et de la cultiver pour leur propre compte, moyennant un loyer. À côté des vilains, il existe des paysans qui n'ont pas le choix, qui restent attachés à leur terre, la terre du Seigneur qu'ils cultivent pour le compte de celui-ci, ne gardant
que de quoi se nourrir. Ce sont les cerveaux. Le servage empêche le paysan de faire ce qu'il veut. Il doit rester dans son village jusqu'à sa mort, et même pour se marier, il doit demander l'autorisation de son seigneur. Ce système se met en place en Europe, à peu près partout, dans le cours du Moyen-Âge, et il faudra des siècles pour y mettre fin. Les paysans sont très pauvres. Ils vivent dans des habitations de taille modeste, en bois ou en torchis, faites d'une seule pièce, où sont également gardés les animaux pendant la nuit. Ils dorment tous ensemble dans une grande caisse remplie de paille. Les filles sont mariées à 12 ans. Elles ont une dizaine de grossesses pendant toute leur vie, et la mortalité infantile est effroyable. 30% des enfants n'atteignent pas leur première année. À côté de la noblesse et de la paysannerie, il existe une troisième catégorie, un troisième ordre, celui des clercs, le clergé. C'est-à-dire, les clercs, ce sont les gens qui savent lire et écrire. En général, les prêtres. Ces prêtres sont la plupart du temps des curés qui s'occupent de leur paroisse, célèbrent la messe et accomplissent pour les chrétiens les grands actes comme les baptêmes, les mariages et les enterrements. Ces prêtres appartiennent au clergé séculier, c'est-à-dire qu'ils vivent dans le siècle, c'est-à-dire au milieu des hommes et des femmes de leur temps. À côté existe aussi un clergé régulier, c'est-à-dire les moines. Le moine est une figure très commune au Moyen-Âge. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des prêtres qui vivent non pas au milieu de leurs contemporains, mais à l'écart, au sein d'une communauté, dans un monastère, et ils obéissent à une règle, d'où le nom de clergé régulier. Alors, monastère, c'est un endroit où vivent les moines et les femmes aussi, les moniales. On parle aujourd'hui de sœurs, les béguines. Ces gens, ces clercs, prient toute la journée et entre leurs prières accomplissent des travaux comme par exemple des travaux d'agriculture, ou bien ils brassent de la bière, fabriquent du fromage, ou aussi recopient des manuscrits. Les grands monastères sont appelés des abbayes. Enfin, au fur et à mesure du développement des villes, apparaîtra une autre catégorie de travailleurs, ceux-là enrichis par le commerce. Ce sont les habitants du bourg, les bourgeois, qui deviendront de plus en plus nombreux et qui se battront pour détacher les villes de l'autorité des seigneurs. Comme ce fut le cas par exemple à Liège, où les bourgeois et les artisans se sont constitués en corporation et ont obtenu leur liberté, comme par exemple avec le fameux événement de la Malle Saint-Martin. Les bourgeois et les artisans de la cité de Liège s'étaient constitués en métier autour du perron, symbole de leur liberté. Et ils avaient obtenu un certain nombre de droits garantis qui les mettaient à l'abri de l'autorité des seigneurs, à l'intérieur des murs de leur cité. Or, dans la nuit du 3 au 4 août 1310, le peuple liégeois apprend que des nobles se sont infiltrés à l'intérieur de la cité. Ils cherchent à accomplir un grand massacre. Apprenant cela, le peuple s'émeut, s'inquiète, s'arme et se met à traquer les nobles à travers la ville. Ceux-ci n'ont d'autre choix que de se réfugier à l'intérieur d'une église, la basilique Saint-Martin, dans le quartier du Publimont, un édifice qui existe toujours aujourd'hui. Alors, au comble de la colère, les Liégeois mettent le feu à l'église, brûlant toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur. Cet événement qu'on appelle la Malle Saint-Martin ou le Mal Saint-Martin, le malheur de la Saint-Martin, va décapiter pour un moment la noblesse locale et va permettre aux Liégeois et aux artisans de la cité de garantir leur liberté. Un dernier point, en créant leur fabrique, le bourgeois ou l'artisan va créer une autre catégorie de travailleurs pauvres, l'ouvrier. Alors, au Moyen-Âge, les ouvriers ne sont pas très nombreux, mais ils vont l'être de plus en plus jusqu'à atteindre ces foules immenses au XIXe siècle pendant la Révolution industrielle. En attendant, au Moyen-Âge, l'immense majorité de la population, ce sont des paysans qui vivent dans la crainte de leur seigneur et obéissant aux prêtres.
La société du Moyen-Âge est une société d'ordre. Un ordre qu'il faut entendre dans les deux sens. L'ordre social, c'est-à-dire les gens restent ce qu'ils sont nobles, ils sont paysans, ils sont clercs, hein, et surtout une société qui ne bouge pas, où tout doit rester semblable à ce qu'on a toujours connu. Rien ne doit changer. Une société d'ordre au singulier et au